Quel est l'impact de mon enfance sur l'adulte que je suis aujourd'hui? Quelles sont les croyances qui m'accompagnent depuis que je suis enfant? Est-ce que ces croyances sont vraiment les miennes et comment je peux m'en libérer? C'est entre autres à ces questions qu'on va répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Désaligné. Avant de le démarrer, je voulais vous dire que j'ai mis en place une banque de ressources via l'outil Notion pour que vous profitiez au maximum de ce que je veux vous partager dans chaque épisode. Que ce soit des articles, des livres à lire ou des vidéos qui peuvent vous aider dans votre cheminement. Vous pouvez y accéder via le lien qui figure dans la description de chaque épisode. Les ressources seront classées par épisode, mais aussi par thématique. Elles seront enrichies au fil de la mise en ligne des épisodes. Dans l'épisode introductif, je vous ai parlé de la notion de désalignement, cet état de déconnexion qu'on peut vivre entre plusieurs sphères de sa vie et qui peut nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et de nous sentir libres et épanouis. Je vous ai avoué que j'ai vécu moi-même une grosse phase de désalignement. Je n'en suis pas totalement sortie. D'ailleurs, l'exercice continue toujours avec les challenges auxquels je suis confrontée au quotidien. Néanmoins, je reste convaincue que les expérimentations et les apprentissages que j'en tire au quotidien peuvent vous aider, vous aussi, à avancer de votre côté vers ce que vous souhaitez accomplir. C'est en tout cas mon but à travers ce podcast. Dans cet épisode, je tiens à vous raconter d'où je viens avec un retour sur le cadre dans lequel j'ai grandi pour déceler son impact dans mon désalignement. Je vous invite en parallèle à réfléchir à votre environnement à vous et à comment il a peut-être influencé l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Quand je dis influencer, ça peut être en mal mais aussi en bien. La question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi j'ai décidé de revenir en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en thérapie, il est très courant de faire des sauts dans le passé et de réexplorer certains événements qui nous ont marqués, y compris ceux dont on ne se souvient pas forcément. Pendant plus d'1 an, j'ai été accompagnée par une psychologue spécialisée en thérapie familiale. Et j'ai compris après quelques séances avec elle que nous sommes le résultat de ce qu'on a vécu et acquis durant notre enfance. Inconsciemment, on est quelque part façonné par notre entourage qui nous transmet consciemment ou inconsciemment des croyances. Sans vraiment se questionner sur leur véracité, car en tant qu'enfant, on n'a pas la capacité de le faire, elles deviennent les nôtres et peuvent nous limiter dans notre épanouissement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle croyances limitantes. Et oui, les fameuses croyances limitantes. Ce concept est souvent traité dans le contexte de la psychologie cognitive, en particulier dans le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale TCC, qui s'intéresse à nos schémas de pensée, aux croyances et aux pensées automatiques qui influencent notre comportement au quotidien. Si le sujet vous intéresse, je vous invite d'ailleurs à consulter les travaux de Aaron T. Beck, qu'on considère un peu comme le père de la thérapie et qui a consacré la plus grande partie de sa carrière. En résumé, Beck prône l'idée que travailler sur ses pensées, y être attentif au quotidien, peut nous amener à les remettre en cause, les changer par d'autres qui nous nourrissent et nous tirent vers le haut, et ainsi guérir de ce qui peut nous bloquer. Si par exemple, vous vous sentez freiné au quotidien, que vous ne passez pas à l'action rapidement pour accomplir des choses, même celles qui vous font vraiment envie, questionnez-vous sur les phrases que vous vous dites dans votre tête. À mes clients, je dis toujours « c'est quoi l'histoire que tu te racontes là maintenant ?» Ces pensées et ces phrases sont certainement là depuis très longtemps et sont probablement portées par des croyances que vous avez en vous depuis l'enfance. L'étape d'après, c'est de vous dire de qui elles me viennent.
Est-ce que ces pensées, c'est vraiment les miennes? Avec beaucoup d'observations et de questionnements, vous pouvez même arriver à les associer à des événements de vie qui vous ont marqué. Mais attention, ce travail n'est pas automatique. Ne vous attendez pas à appuyer sur un bouton et avoir un flot de réponses qui vient d'un coup vous expliquer tout ce que vous vouliez savoir. Il faut de la patience et beaucoup de lâcher prise. Et rappelez-vous, les meilleures réponses et éclairages viennent toujours au moment où on en s'y attend le moins. Bien sûr, si ce travail vous paraît insurmontable, rien ne vaut le fait de se faire accompagner dans ce processus par un ou une professionnelle. Des croyances, j'en ai comme tout le monde, et me rendre compte qu'elles ne m'appartiennent pas a été la première véritable étape pour pouvoir m'en libérer. Place à un peu de story time maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née en 1987 à Tunis, en Tunisie. Je viens d'une famille de la classe moyenne et j'ai vécu dans un cadre plutôt moderne et aisé à Tunis, la capitale, où j'ai pu fréquenter de bonnes écoles et avoir une bonne éducation. Quand je me projette à cette époque, c'est-à-dire le début des années 90, je n'avais a priori aucun souci à me faire par rapport à mon avenir, mon futur métier ou ma place de femme dans un foyer ou dans la société tunisienne en général. Mais très rapidement, vers l'âge de 8 ans, je crois, j'ai senti une sorte de décalage entre ce que je voulais à l'intérieur de moi, ce qui me stimulait, comment j'imaginais ma future vie de femme, mon métier, et ce qui était perçu comme normal, conventionnel et surtout indiscutable par les autres et par la société dans sa globalité. Je m'aperçois vite qu'autour de moi, beaucoup de personnes font des choix de vie par défaut, que ce soit pour les études, pour le lieu de vie, le travail ou la relation de couple. Je commence aussi à sentir le poids des injonctions du type « fais plaisir, sois parfait » et je comprends vite que vivre pour les autres était un peu la norme autour de moi. Beaucoup de choix qu'on doit faire vont dans le sens d'obéir aux standards de la société. Il n'y a qu'une seule manière de faire, de se comporter et bien sûr, celui qui ose dévier est vite pointé du doigt. Mais je pense que ce qui m'a marqué depuis toute petite, c'est tout ce qui tourne autour des relations humaines et surtout les relations de couple. Alors, il faut savoir que je n'avais pas autour de moi des exemples de couples qui nageaient dans le bonheur. C'est soit parce que la plupart se sont formés dans le cadre de mariages arrangés, pour faire plaisir aux parents ou à la famille, ou parce que l'heure a sonné pour la jeune femme, il faut penser à faire des enfants. Je caricature, mais c'était vraiment l'image qu'on me renvoyait, surtout qu'en tant que jeune fille, j'avais pris conscience rapidement que mes ovaires n'allaient pas fonctionner d'une manière illimitée. Parmi les raisons aussi, c'est que comme on n'a pas la possibilité de vivre sous le même toit sans mariage, on se marie généralement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, et on est vite confronté à la vraie vie une fois la bague au doigt, et là, c'est parfois difficile de faire marche arrière. Donc moi, véritable fleur bleue, fan de Bridget Jones et de Love Actually, et qui croyait en l'amour avec un grand A, je me suis demandé très tôt si j'allais pouvoir supporter de suivre ces exemples. Choisir un partenaire de vie qui correspondait plus à ce que voulaient mes parents et la société pour moi, ne pas vraiment apprendre à le connaître et le découvrir une fois le contrat de mariage signé, je sentais que j'en étais pas capable. En plus, cette pression de l'âge qu'on subissait en tant que jeune femme s'amplifiait avec une expression assez marquante qui revenait souvent dans les discussions, celle de vieille fille qui était un peu le statut à éviter à tout prix. Je pense que ça a fait naître en moi la peur de devenir cette vieille fille car c'était présenté comme une tare dans la société, comme le statut de la femme divorcée d'ailleurs. Beaucoup de femmes n'osent pas divorcer car elles ne sont pas prêtes à vivre avec le statut de femme divorcée. Elles continuent donc de souffrir et de subir une relation de couple qui les éteint à petit feu. Et donc les croyances que j'ai développées petit à petit étaient du genre « l'essentiel c'est de se mettre en couple, peu importe avec qui, pour que mes parents et la société soient contents de moi. L'amour c'est que dans les films. Vaut mieux un mariage malheureux que finir sa vie toute seule en tant que vieille fille. » Et surtout, la plus terrible des croyances, je ne suis rien sans un homme pour me compléter. En plus de la question des relations de couple, il y a aussi celle du choix de vie en termes d'études et de travail. Et là aussi, j'ai remarqué que la tendance allait vers des standards précis, mais qui ne me convenaient pas forcément. Il faut savoir que dans ma famille, ou dans mon cercle proche, il y a une famille spécifique de métiers pour lesquels on opte par défaut,
et desquelles on hérite aussi car c'est imposé indirectement par les parents. Papa est médecin, je vais aussi être médecin. Papa est pharmacien, je vais récupérer sa pharmacie. Papa est avocat, je vais être avocat comme lui, et ainsi de suite. Il est donc impensable que les enfants optent pour une autre voie, surtout si elle est artistique. Moi qui ai eu la chance de choisir complètement ma voie, car j'ai fait des études en cinéma et communication, j'ai longtemps côtoyé des amis ou des proches malheureux parce qu'ils ont embrassé des choix de vie imposés par les parents. Je les vois porter ce poids encore aujourd'hui, avoir des aspirations autres et être complètement incapables, malheureusement, d'aller vers ce qu'ils veulent, et ça me désole. Grâce à la thérapie, j'ai compris que ces choix étaient liés à la notion de loyauté familiale, qui est un peu comme une obligation invisible qui nous force à suivre le chemin ou encore le souhait des parents ou des grands-parents, même s'ils ne l'ont pas forcément exprimé. Cette notion exclut toute autre forme de choix de vie possible jusqu'à nous faire renier nos valeurs personnelles qui peuvent être différentes de celles de la famille, nos envies ou nos besoins profonds. C'est comme si on évoluait dans un moule inflexible et on ne prend même pas conscience de l'existence d'autres directions, et qu'on a le pouvoir et la possibilité aussi d'imposer des limites ou de remettre en question des normes qui ne nous conviennent pas. Rompre avec la loyauté familiale, en m'écoutant, a été l'un des plus gros challenges de ces 5 dernières années, car j'ai dû faire des choix qui me demandaient d'aller dans une autre direction pour suivre mes propres aspirations. Je ne dirais pas que c'est facile, loin de là, et j'ai dû faire face à beaucoup d'incompréhension, mais je suis contente d'avoir fait ce travail aussitôt pour pouvoir m'en libérer rapidement aussi. J'accompagne beaucoup de clientes sur ces sphères et repérer une croyance à 45 ans par exemple, héritée de ses parents, et se dire qu'à cet âge-là, je vais la changer par une croyance qui m'épanouit, une croyance différente et qui me fait avancer vers mes objectifs, c'est loin d'être évident. Parce qu'on a vécu avec pendant 45 ans, on a cru que c'était une vérité pendant 45 ans, mais maintenant ce n'est plus le cas. Comment oser faire marche arrière après autant d'années ? Le travail n'est pas facile, mais ça finit toujours par nous libérer d'un poids qu'on ne mesurait même pas. Après, de mon côté, je pense que ce qui a encore plus confirmé ce décalage, c'est le fait que je vivais dans une société musulmane au sein d'une population plutôt conservatrice. Or, l'islam des autres n'était pas forcément le mien. Je conçois le mien comme une foi qui me guide, qui me fait sentir en confiance et non pas qui m'étouffe ou qui m'oblige à renier ma féminité ou à devoir évoluer qu'avec des femmes parce que la tradition veut que les hommes et les femmes ne se mélangent pas trop. Donc, pour résumer, j'ai grandi avec des pensées et des aspirations qui sortaient du cadre. J'ai compris très rapidement que je vivais en déphasage avec les autres. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu suivre cette voie non conventionnelle et pu être celle que je voulais vraiment parce que j'avais tout simplement peur. Peur de décevoir, de ne pas plaire, qu'on dise du mal de moi, qu'on me juge, qu'on me renie, etc. Quand j'étais enfant et plus tard adolescente, j'ai vraiment agi comme la fille modèle, bien éduquée, qui revient de l'école avec de bonnes notes, qui ne parle pas fort, qui obéit à tout ce qu'on lui dit à la lettre. Mon but était de faire plaisir à mes parents et que tout le monde soit content de moi, même si c'était à l'opposé de ce qui vibrait à l'intérieur de moi. Et plus je grandissais, plus la déconnexion prenait de la place et plus je sentais que je souffrais de l'intérieur, sans pouvoir vraiment m'exprimer et être qui j'étais vraiment. Et le mal-être a fini par être plus visible physiquement à travers les douleurs et les maladies. Depuis longtemps, mon corps avait commencé à m'envoyer des alertes. Je ne voulais pas les voir. Ou plutôt, je n'étais pas du tout armée pour les interpréter, jusqu'à ce que ça prenne de l'ampleur et que je fasse des thérapies. Cette lecture, j'arrive à la faire d'une manière claire aujourd'hui, après presque 6 ans de travail intérieur. Mais je peux dire que quand j'étais plus jeune, j'étais certes en souffrance, mais je pensais que c'était ça la vie, que la souffrance physique et mentale faisait partie du game de la vie, et que je n'avais pas la possibilité de changer ça. Est-ce qu'à l'école, on nous apprend à être heureux ? Non. Est-ce qu'on nous apprend à rêver ? Non plus. À oser être différent ? Non plus. J'ai baigné dans un cadre où les gens étaient malheureux. Accepter des choses qui leur convenaient pas, ne changeaient pas leurs conditions, étaient en mode survie au lieu de vivre. Comment envisager une vie autre à cette époque ? C'était quasiment impossible. Ces croyances qui finalement ne m'appartenaient pas étaient tellement fortes et ancrées en moi. Elles se battaient constamment avec d'autres croyances, les miennes, qui étaient hors du cadre mais impuissantes. Pourquoi elles étaient impuissantes ?
parce que j'étais encore une fois dans la peur constante de dévier de ce qu'on m'a toujours dit, de ce qu'on m'a toujours appris. Et quand la maladie est arrivée dans ma vie, elle m'a permis de me poser enfin les bonnes questions. Au début, j'avoue que j'étais aveuglée par la colère et aucune réponse ne venait. Mais petit à petit, l'origine devenait de plus en plus limpide et je pouvais lier ça à ce désalignement inconscient que je vivais en Tunisie et à toute la période de mon enfance où j'ai refoulé tellement de choses en moi au lieu de dire que je n'étais pas d'accord, que je voulais autre chose, que je voulais vivre ma vie différemment. Les 5 ans de thérapie m'ont prouvé que le lien avec ce passé est indéniable aujourd'hui. Et c'était vraiment difficile de ne pas culpabiliser, de ne pas ressasser les choses. Je prends beaucoup de hauteur en me disant que ce passé fait partie de moi, que je ne peux pas l'effacer et il a participé aussi à construire la personne forte et résiliente que je suis aujourd'hui. Surtout que quand on fait ce travail de retour vers le passé, il est très difficile aussi de ne pas aller dans les extrêmes, en reniant ses origines, en voulant à ses parents, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec leur référentiel à eux et le bagage qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs parents, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand j'ai commencé à guérir vers fin 2022, ma thérapeute m'avait dit que j'avais dorénavant un devoir de transmission de tout ce que j'ai appris, et que ce devoir rimait avec le pouvoir de rompre avec la lignée de femmes de ma famille, pour briser les schémas négatifs, les traditions et surtout les comportements qui ne nous servent plus. Je sais que tout le monde n'est pas prêt, comme moi, à faire une exploration personnelle aussi intense, mais quand je vois comment ma vie a basculé de l'autre côté aujourd'hui, je me dis que ça en vaut largement la peine. Et cette mission qui m'a été confiée n'est pas si facile, mais je veux la réussir car je veux d'une part terminer ma guérison, rompre définitivement avec mes chaînes à moi, pour ne pas aussi les transmettre plus tard à mes enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Donc avant de clôturer cet épisode, peut-être que vous pouvez vous aussi vous questionner sur ce qui vous alourdit aujourd'hui et que vous ne voulez pas transmettre aux générations futures. Je vous invite également à compléter les questions du début en vous demandant comment les événements vécus dans le passé ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Pour vous aider à répondre à cette question, n'hésitez pas à réfléchir par sphère. Relations, argent, émotions, vie professionnelle, éducation et ainsi de suite. Une autre question pourrait être comment ces événements ont-ils impacté le chemin de vie que j'ai choisi, mon métier, ce que je veux transmettre aux autres, etc. Là, vous allez pouvoir lier le passé, les souvenirs à ce que vous avez choisi comme métier. Si d'ailleurs vous êtes entrepreneur et que vous vous êtes questionné sur pourquoi vous faites ce que vous faites, le livre Commencez par le pourquoi, qui est ici, de l'écrivain Simon Sinek, peut vous aiguiller dans cette démarche. En travaillant sur son pourquoi, il est très courant de faire des sauts vers le passé pour aller creuser dans des souvenirs et des rencontres qui nous ont marqués à jamais. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. Le sujet n'est pas évident, mais je trouve que c'est une bonne introduction à tout ce qui va suivre et j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Si cet épisode et le podcast vous plaisent, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Je serai vraiment très contente d'avoir votre retour. Je compte aussi sur vous pour noter le podcast. Ça m'aiderait grandement à diffuser mon message au plus grand nombre et à aider un maximum de personnes. Un grand merci pour votre soutien et à très bientôt.